Les différentes écoles théoriques n'expliquent pas les prix de la même façon. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que l'école néoclassique est la plus cohérente de manière générale pour expliquer les prix, même si l'approche autrichienne garde une certaine pertinence dans certains cas particuliers, et même si l'approche marxiste a aussi une vraie pertinence sur le plan de la rigueur conceptuelle et de la clarté conceptuelle. Je vais commencer par rappeler l'approche néoclassique, comment l'approche néoclassique explique la formation des prix. La thèse néoclassique, c'est de dire que le prix est déterminé à la fois par l'utilité marginale de la marchandise, c'est-à-dire en gros le bien-être qu'elle procure au consommateur à la marge, et aussi par son coût marginal, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le coût d'opportunité ou la désutilité de la production à la marge. Pour expliquer les choses simplement, l'idée c'est que si le prix de la marchandise était inférieur à son utilité marginale, eh bien cela attirerait les consommateurs. Et si le prix était supérieur à son utilité marginale, eh bien cela ferait fuir les consommateurs. Et de la même manière, si le prix était supérieur à son coût marginal, cela attirerait les producteurs. Et si le prix était inférieur à son coût marginal, cela ferait fuir les producteurs. Et donc, via ce mécanisme, vous pouvez retenir que l'approche néoclassique arrive à démontrer que les décisions individuelles de consommation et de production amènent inévitablement à faire osciller le prix d'une marchandise autour de son utilité marginale et de son coût marginal. L'approche autrichienne, quant à elle, elle est, on va dire, à moitié d'accord avec l'approche néoclassique, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'utilité marginale détermine le prix de la marchandise, mais par contre, contrairement à l'approche néoclassique, elle va contester que le coût marginal puisse être un déterminant du prix. L'école autrichienne va plutôt dire que c'est le prix qui détermine le coût marginal et pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'imputation. Pour eux, pour les Autrichiens, le coût ne cause pas le prix, c'est le prix qui cause le coût de production. En gros, c'est le prix du pain qui va déterminer le prix de la farine, et non l'inverse. En gros, le raisonnement de l'école autrichienne, c'est de dire que les moyens de production, donc les matières premières, les machines, les terrains, etc., ont eux-mêmes des prix qui dépendent de l'utilité qu'ils rapportent à ceux qui les achètent. Du coup, le raisonnement des Autrichiens, c'est de dire que c'est plutôt l'utilité des coûts de production qui détermine leur prix et au final le prix de la marchandise finale. Mais selon moi, le gros problème de ce raisonnement, c'est qu'il oublie que les moyens de production sont eux-mêmes produits, et que si le prix de ces moyens de production était supérieur au travail nécessaire pour les produire, alors on observerait un afflux de producteurs intéressés par cet écart entre le revenu généré par l'utilisation ou la vente des moyens de production en question, et l'effort qui est nécessaire pour les produire. Donc du coup, le prix serait très instable. Et l'augmentation de l'offre amènerait inévitablement à faire baisser le prix et jusqu'à ce qu'il rejoigne le coût marginal de la marchandise. Donc du coup, au final, on en revient bien au fait que le coût marginal détermine l'offre et donc le prix, comme l'expliquaient les néoclassiques. C'est pour ça que, selon moi, la théorie des prix néoclassiques, elle est plus cohérente que l'approche des prix autrichienne. Par contre, c'est vrai que l'approche autrichienne, elle reste très pertinente lorsqu'on parle d'une marchandise unique, et notamment une marchandise non reproductible, par exemple comme une œuvre d'art, puisque dans ce cas, le prix n'est effectivement déterminé que par la demande et pas par l'offre. Ce cas d'ailleurs est valable pour les moyens de production qui ne sont pas reproductibles, comme les terrains. Si on donne un exemple, le prix d'un vignoble d'exception, qui n'est par définition pas reproductible, il va être déterminé exclusivement par sa productivité et pas par autre chose. Enfin, terminons par la théorie marxiste des prix. Je ferai une vidéo dédiée pour le démontrer en détail, mais en tout cas, l'idée c'est que Marx n'a pas vécu suffisamment longtemps pour profiter pleinement de la révolution marginaliste. Ce qui l'a amené à croire que c'est le travail moyen et non le travail marginal qui détermine le prix. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille l'ouvrage d'Isaac Rubin, appelé
essai sur la théorie de la valeur de Marx, qui est, je trouve, extrêmement clair pour expliquer la théorie de la valeur marxiste et la théorie des prix. En tout cas, la théorie des prix marxiste a logiquement été évincée par l'approche néoclassique. Par contre, ce que je voulais aussi vous dire dans cette vidéo, c'est que Marx, il reste, selon moi, un philosophe majeur sur la question des prix des marchandises, car il avait vraiment le mérite de veiller à ne pas faire de distinction conceptuelle superflue. Je vais vous donner un exemple. Il soulignait qu'il n'y avait pas de différence de nature entre ce que les économistes appellent le travail et le capital. Pourtant, cette distinction, elle est encore faite actuellement. Puisque Marx, il disait que le travail, ce qu'on appelle le travail, c'est du travail vivant, et ce qu'on appelle le capital, c'est du travail mort. Du travail mort qui est utile à la production, mais ça reste du travail mort. Donc en fait, dans tous les cas, on est quand même face à du travail. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est souvent superflu de faire une distinction entre les deux. Dans tous les cas, on parle de travail, et le capital, c'est du travail. De la même manière, il soulignait que derrière la notion de coût, il y a toujours du travail. Et en fait, le fait de parler de coût, parfois, c'est une manière de masquer les rapports sociaux, de masquer le travail humain, en fait. En bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un apport majeur de Marx, c'est sa précision conceptuelle et sa volonté d'éviter les distinctions superflues qui peuvent masquer la réalité des rapports sociaux. Par exemple, je suis convaincu que si Marx avait vécu suffisamment longtemps, il se serait un petit peu moqué du concept néoclassique de désutilité de la production, qui est en fait une manière un peu pompeuse de parler du travail, en fait, et de l'effort, de la souffrance de la production. En tout cas, c'est pour ça que sur cette chaîne, je m'efforce de parler de travail et non pas de désutilité de la production, et aussi de travail marginal, plutôt que de parler de coût marginal. Pour conclure et résumer cette vidéo, je voulais vous montrer d'une part que la théorie néoclassique est à mon avis la plus pertinente dans le cas général pour expliquer les prix des marchandises. Pour conclure et résumer cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'est que d'une part, l'approche néoclassique est selon moi la plus cohérente pour expliquer dans le cas général le prix des marchandises, mais que l'approche autrichienne reste pertinente dans certains cas, notamment pour les biens et les services non reproductibles, et enfin que l'approche marxiste garde aussi une pertinence sur le plan des concepts et de la clarté de ces concepts.